Je vais vous présenter assez rapidement et sans entrer trop dans les détails, trois expériences capitales de physique qui sont l'effet photoélectrique, le rayonnement du corps noir et l'effet Compton qui ont, pour pouvoir les interpréter correctement, amené des révolutions dans les pensées de la physique au début du XXe siècle. Donc d'abord l'effet photoélectrique, je peux vous le présenter ici avec une simulation. On a une électrode ici métallique que l'on va éclairer avec une lumière pour essayer d'arracher des électrons. L'effet photoélectrique, c'est le fait d'arracher avec de la lumière des électrons. Donc là, actuellement, la lumière, elle est éteinte, l'intensité est nulle, et c'est une lampe monochromatique qui a une longueur d'onde de 615 nanomètres. Eh bien, il ne se passe rien, il n'y a pas d'électrons qui sont arrachés. Bon, bah, on peut se dire, oui, bien sûr, si j'allume la lampe, peut-être que ça va fonctionner. Et bah voilà, même avec l'intensité lumineuse à 100%, il n'y a aucun électron qui est arraché. Euh, et ce qu'on peut constater, c'est que, alors évidemment avec une simulation c'est plus facile, je peux changer la longueur d'onde de la lampe monochromatique, et par exemple si j'arrive dans les 330 nanomètres à peu près, eh bien on voit que là des électrons sont arrachés. Donc c'est ça l'effet photoélectrique, c'est que en dessous d'une longueur d'onde seuil, on peut arracher des électrons à une plaque métallique. Et ça crée un courant électrique. Ici on a une deuxième électrode, et on a un courant électrique qui va circuler ici. On pourrait se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si on baisse l'intensité lumineuse? Eh bien, le phénomène est quand même toujours présent. Alors, j'arrache beaucoup moins d'électrons à chaque instant, mais il y a toujours des électrons qui sont arrachés, avec une intensité lumineuse qui est très faible. Si j'augmente la longueur d'onde à nouveau de la lumière, alors le phénomène s'arrête, même en mettant l'intensité à fond. Donc l'effet photoélectrique, je le répète, c'est le fait qu'on peut arracher avec de la lumière des électrons à une plaque métallique, mais à condition que la longueur d'onde soit suffisamment basse, ou la fréquence suffisamment haute, et que l'intensité lumineuse n'a pas de rapport sur le fait que l'on puisse effectivement extraire ou non des électrons. Je vous montre une autre simulation qui explique un peu le phénomène. Alors c'est pour que vous voyez ce site-là, mais bon, faut savoir que ce site est assez compliqué, il s'adresse plutôt à des étudiants du supérieur, et si vous lisez les commentaires qu'il y a en dessous de la simulation, vous risquez de ne pas tout comprendre. Vous pouvez essayer de lire, voir ce que vous comprenez ou pas, mais si vous ne comprenez pas tout, ne soyez pas inquiets, c'est un peu normal. L'intérêt aussi de cette expérience-là, c'est que, alors ça doit être une simulation, ça représente une vraie expérience telle qu'elle est réalisée. En fait, ici, on a une électrode métallique que l'on va éclairer. Il y a une deuxième électrode ici. Donc c'est sur cette électrode qu'on va arracher des électrons éventuellement. Et puis ces électrons vont être attirés par cette électrode. Et on va pouvoir, grâce à ce circuit-là, mesurer le courant électrique qui est généré. Si je prends par exemple une cathode ici au césium, eh bien si je l'éclaire, on va remettre à zéro la simulation au départ. Voilà, si je l'éclaire en rouge, on va mesurer le courant électrique qui est généré. Bon voilà, alors si vous regardez bien ce graphique, on a V, c'est des volts, c'est une tension. Bon, c'est parce que le courant généré est transformé en une tension avec un appareil électronique ici que vous ne connaissez pas, bon c'est pas très grave. Et l'axe des abscisses ici, en térahertz, c'est la fréquence de l'onde. Attention ici, on ne gradue pas en longueur d'onde, mais en fréquence. Si je passe au jaune, je baisse la longueur d'onde, ça augmente la fréquence. Si on fait une mesure de courant électrique, eh bien le courant est un peu plus intense. Et on peut faire ça pour différentes radiations. Je vais aller jusqu'à l'ultraviolet. Voilà les mesures qu'on peut faire. Et on peut constater que le courant électrique a l'air proportionnel à la fréquence de l'onde. Voilà. Bien, alors ce phénomène-là, l'effet photoélectrique, il est bien connu aujourd'hui, mais en considérant que la lumière était une onde, ce que l'on pensait encore principalement à la fin du 19e siècle, eh bien on n'arrive pas à l'expliquer. D'accord Pour pouvoir expliquer ce phénomène-là, il faut considérer la lumière comme étant des photons, en fait, des particules qui transportent chacun une certaine énergie E. Et en fait, l'interprétation de ce phénomène-là, c'est qu'il faut amener suffisamment d'énergie au métal pour pouvoir lui arracher des électrons. Ce n'est pas un problème d'intensité lumineuse, c'est un problème d'énergie transportée par chacun des photons qui constitue en fait ce faisceau lumineux. Un autre phénomène qu'on ne pouvait pas expliquer en considérant juste la lumière comme une onde, c'est le rayonnement du corps noir. Alors, le corps noir, on pourrait dire que c'est un objet noir complètement absorbant, et à une température donnée, un tel objet émet sa propre radiation. Alors, vous savez peut-être que nous, par exemple, notre corps humain
Alors, on n'est pas exactement un corps absorbant à 100%, mais on peut s'approximer à un corps noir. On émet des radiations, et c'est pour ça que vous connaissez peut-être les caméras thermiques qui permettent de voir des corps humains la nuit, par exemple. C'est en mesurant notre propre rayonnement. Donc, quelle est l'allure de ce rayonnement? Comment est-ce qu'on peut le qualifier un peu plus précisément? Donc ici, on a encore une simulation. Si je considère une température comme celle du Soleil, à peu près dans les un peu moins de 6000 Kelvin, 5850 Kelvin ici, eh bien, sur ce graphique-là, on a représenté en abscisse les longueurs d'onde émises, et puis en ordonnée, alors pour simplifier encore un petit peu ici le principe, on va dire que c'est l'intensité lumineuse émise. D'accord? Eh bien, on voit que de cette longueur d'onde-là ici, jusqu'à cette longueur d'onde-là à peu près, dans toute cette cloche, dans toute cette patate ici, il y a de la lumière qui est émise. Au passage, ça nous montre que le spectre du Soleil, c'est un spectre d'émission continue. Il y a toute une gamme de longueurs d'onde qui sont émises. Ce qu'on peut constater, c'est que si on augmente la température du corps, eh bien l'intensité lumineuse globalement émise est aussi plus intense. Alors je vous ai dit que j'avais un petit peu simplifié en disant que la courbe ici c'était l'intensité lumineuse. Pour de vrai, l'intensité lumineuse, c'est l'intégrale, c'est l'air qui est sous la courbe. Alors vous connaissez les intégrales en mathématiques. Donc c'est toute cette aire-là qui correspond à l'intensité lumineuse. En tout cas, plus le corps est chaud, plus cette aire devient grande. Je change d'échelle ici, d'accord. Ne laissez pas piéger, vous avez vu, j'ai changé l'axe. Donc l'intensité lumineuse est beaucoup plus grande, intense, quand la température s'élève. Bon, ça c'est une chose, mais une deuxième chose, c'est que le maximum, la longueur d'onde à laquelle l'intensité émise est maximum, varie aussi avec cette température-là. Il va falloir que vous regardiez ici, le 0,305, ici on est en micromètres, 305 nanomètres, c'est à cette longueur d'onde-là que l'intensité émise est maximum pour une température de 9500 Kelvin. Si on baisse la température, eh bien on voit que cette longueur d'onde ici est en train d'augmenter. Je vais changer d'échelle pour qu'on voit un peu mieux. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la longueur d'onde au maximum d'intensité lumineuse. Je continue de baisser la température, et on voit bien que cette longueur d'onde-là continue d'augmenter. Okay. On peut aller jusqu'à des températures genre de la Terre qui sont dans les 300 Kelvin à peu près, d'accord. Je vais zoomer à fond pour qu'on réussisse à voir quelque chose. Et il faut que je zoome ici aussi, parce que du coup, pardon, dans l'autre sens. Hop, voilà. Même la Terre, qui n'est pas un corps qui est brillant, ça n'émet pas sa propre lumière visible, mais on émet des longueurs d'onde à peu près dans une dizaine de micromètres. D'accord. Donc là, on est dans l'infrarouge. Le corps humain, on est à peu près comme la Terre, on émet aussi en gros à une dizaine de micromètres de radiation. Donc si on a une caméra qui est sensible à 10 micromètres, eh bien on peut traduire le rayonnement émis par notre corps et ainsi créer des images de notre corps, même la nuit. Donc ça c'est un petit complément annexe. Ça c'est le rayonnement du corps noir. Alors c'est pareil, ce rayonnement du corps noir, enfin, en tout cas cette partie de la courbe ici, le fait que sur les plus basses longueurs d'onde l'intensité diminue, on n'arrivait pas à l'expliquer en considérant que la lumière était simplement une onde. On a dû considérer que les interactions entre la lumière et la matière se faisaient par paquets d'ondes. Là encore, je vais vous remontrer sur ce site-là la même simulation, le rayonnement du corps noir toujours. Et pareil, on peut ici faire évoluer la température du corps. Alors attention ici, constatez bien que l'échelle ici verticale s'adapte automatiquement. Ils ont décidé dans l'animation de garder une figure de hauteur fixe, ce qui impose de changer l'échelle ici au fur et à mesure. Mais on voit la même chose, le maximum, la longueur d'onde à laquelle le maximum d'intensité lumineuse est émise, eh bien, se décale vers les courtes longueurs d'onde quand on augmente la température. Là encore, si vous avez le courage de lire un petit peu les commentaires en dessous, certaines choses sont assez compliquées, d'autres sont accessibles à votre niveau, pour avoir un peu plus d'informations. Les liens vers toutes les animations que je vous montre ici seront en commentaire de la vidéo. Et donc bref, pour résumer, ces deux phénomènes-là, rayonnement du corps noir et effet photoélectrique, on ne savait pas les expliquer en considérant que la lumière était juste une onde. Eh bien, les deux physiciens Planck et Einstein ont pu les expliquer, ces phénomènes-là, en considérant que la lumière était un flux de particules, en fait, les photons. Alors des particules de masse nulle, voilà un truc assez particulier, c'est une particule, un corpuscule on dit aussi, mais qui ne pèse rien, par contre qui contient de l'énergie, qui contient une énergie E
Et chaque petit photon qui contient cette énergie E, on dit aussi un quantum d'énergie, eh bien, comment est-ce qu'on fait le lien entre le quantum d'énergie, l'aspect corpusculaire de la lumière et son aspect ondulatoire? Eh bien, cette énergie de photon est égale à h fois nu, nu la fréquence de l'onde, et h c'est la constante de Planck. Alors, ces formules-là, vous les avez vues l'année dernière, et on les revoit ici. Dans votre cours, c'est cette formule-là ici, un E égale h nu, l'énergie du photon, c'est la constante de Planck fois la fréquence de l'onde. Voilà comment on peut faire le lien entre aspect corpusculaire et ondulatoire de la lumière. Il y a un autre effet physique qui a été découvert alors, quelques années après le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique, c'est l'effet Compton. Donc l'effet Compton, c'est le fait que si on envoie une onde sur pareil, une cible métallique, donc qui contient des électrons en particulier, le petit point ici, il faut imaginer que ce soit un électron. Ici, c'est un rayonnement, alors la longueur d'onde est de 10 puissance moins 12 mètres, picomètres, ce sont des longueurs d'onde très très faibles, on est dans le domaine des rayons X ici. Eh bien, si on envoie la lumière vers l'électron, la lumière va changer de direction, alors je peux considérer que c'est un photon, le photon va changer de direction, l'électron est éjecté lui vers le bas ici, et le deuxième phénomène remarquable, c'est que la longueur d'onde du photon après avoir interagi avec l'électron est modifiée. Il arrive avec une longueur d'onde lambda, il en ressort avec une longueur d'onde lambda prime, qui est marquée ici, 1,5, 10-12 mètres, on va dire, d'accord? Donc de 1, 10-12 mètres, on passe à 1,489, 10 puissance moins 12 mètres. Cette simulation permet de faire changer l'angle avec lequel le photon repart, et en fonction de l'angle avec lequel le photon repart, on a une longueur d'onde différente pour le photon. Bon, bah, ça ressemble un petit peu à un jeu de billard, vous pouvez imaginer. Hein. Là, j'envoie une boule blanche sur la boule rouge part à droite et la boule blanche change dans cette direction-là. D'accord. Eh bien, ce phénomène-là aussi peut s'expliquer à condition non seulement de considérer que le photon a une énergie E égale h nu, mais en plus une quantité de mouvement, qui est aussi donnée dans le cours. La quantité de mouvement qu'on associe à un photon, c'est son énergie sur C, la scalarité de la lumière dans le vide. Si vous regardez cette formule-là, E égale h nu égale hc sur lambda, la fréquence, c'est toujours la célérité d'une onde sur sa longueur d'onde, et bien E sur C, on voit que c'est égal à h sur lambda, ce qui est marqué là. P, la quantité de mouvement du photon, alors encore un truc qui n'a pas de masse, qui a de l'énergie et qui a de la quantité de mouvement. Je vous rappelle qu'en physique classique, la quantité de mouvement, P égale mv, c'est la masse fois la vitesse. On peut se demander comment est-ce que sans masse, on peut avoir de la quantité de mouvement. Eh bien, c'est le cas des photons, qui sont l'équivalent de l'aspect particulaire de la lumière. Donc, quantité de mouvement, constante de Planck, sur la longueur d'onde de l'onde. Là encore, on a un lien entre l'aspect ondulatoire, le lambda, et l'aspect corpusculaire, particule, avec la quantité de mouvement. Donc ce phénomène-là est aussi expliqué avec cet effet supplémentaire. Je vous montre encore une autre petite formule sur l'effet Compton. C'est la même chose. On envoie ici, donc ça simule un l'onde avec une fréquence nu0, donc le photon, l'énergie E égale h nu0, le photon incident, une quantité de mouvement qui était h sur lambda 0. J'avais ici un électron avec une quantité de mouvement nulle, il est immobile au départ. Bon, une énergie E égale mc2, là vous pouvez retrouver la formule que vous avez vue l'année dernière, la fameuse équation d'Einstein, enfin formule d'Einstein, on pourrait dire l'énergie c'est de la masse fois c au carré. Et donc une fois que le photon a interagi avec l'électron, il repart en changeant de direction, il a changé de fréquence, le nu ici, ça n'est plus le même que le nu 0, la longueur d'onde lambda, c'est pas la même que le lambda 0, l'électron est parti avec une quantité de mouvement P qui est différente de 0, bon, une énergie, je vous passe son expression, ça c'est de la relativité, et la formule de Compton, elle est là, l'écart de longueur d'onde, entre la longueur d'onde ici en rouge et puis celle qu'on avait au départ lambda 0, bien à cette formule-là, dépend de l'angle θ avec lequel le photon est parti. Bon, ça c'est pas très important pour vous, mais en tout cas, il y a une différence de longueur d'onde. Et bien, ce phénomène-là n'a pu être expliqué qu'en considérant, encore une fois, que le photon transportait une énergie, une quantité de mouvement h sur lambda. Donc, ces expériences-là, rayonnement du corps noir, effet photoélectrique et effet Compton, ne sont pas réellement à connaître. Alors, ce que vous devez vraiment connaître dans votre cours, c'est les résultats conséquents. La lumière peut être vue comme un flux de particules, les photons qui transportent une énergie E égale h nu, ou hc sur lambda, et une quantité de mouvement P égale E sur C, h sur lambda. C'est ça qu'il faut retenir de ces expériences-là.
Je vous remets encore une fois, hein, dans les commentaires, en dessous, pas les commentaires, mais enfin bref, la description de la vidéo, les liens vers toutes ces animations, si vous voulez voir tout ça un petit peu plus en détail.